À qui de faire? Coupe. J'ouvre. J'y vais. Moi aussi. Carte. 2 cartes. 3 cartes. Servi, plus 10. Je passe. 10 pour voir. Voilà. Quelle vanité que la peinture, qui attire l'admiration par la ressemblance de choses dont on n'admire point les originaux. Blaise Pascal. Le tricheur à l'as de carreau est une toile d'1,6 m de haut sur 1,46 m de large. Elle met en scène autour d'une table de jeu 3 joueurs de cartes et une servante. Les bouches sont closes, gestes et regards sont suspendus. On joue très gros. Le joueur de droite possède 4 cartes, dont une de pique. La joueuse tient aussi 4 cartes en main. Le personnage de gauche n'en a que 3. Il est le seul dont le visage ne soit pas en pleine lumière. Il est tourné vers le spectateur. En sortant un as de carreau de sa ceinture, il fait glisser un as de pique. C'est le tricheur qui donne son titre au tableau. Ses cheveux sont longs et bourriffés. Il est vêtu d'un juste-au-corps de peau souple et claire, orné aux épaules d'aiguillettes noires dénouées. Il porte une ceinture de cuir noir assez large pour contenir des cartes. Les manches fendues laissent voir une chemise de satin. Le col est orné de petites broderies rouges à abeilles. Le tricheur a un peu de barbe au menton. Près de lui, une servante vue de profil vient de verser un verre de vin qu'elle tente à la joueuse. Dans sa main gauche, elle serre le col d'une fiasque protégée par un tressage de rotin. Elle porte une robe rouge cinabre dont la partie supérieure, très décolletée, est faite d'un tissu bleu-vert foncé. Sous la robe, une brassière rebrodée. Au col, un passement à motif semblable à ceux du tricheur. À son poignet, un élégant bracelet de cornaline. Ses cheveux sont cachés par un turban jaune paille, auquel ont été ajoutés, sans doute à la fin du XVIIe siècle, une escarboucle et une aigrette. La joueuse tient ses cartes dans la main gauche, de la main droite. Elle fait un geste. Elle a les yeux tournés vers sa droite. Elle est vêtue d'une robe de velours marron très largement décolletée et bordée d'un galon d'or. Ses manches à crever sont doublées par des manches de soie blanche en bouillon. Les crevés montrent des doublures de soie jaune et sont bordées de fils d'or en croquet. Elle porte des bracelets, un collier de grosses perles et encore d'autres perles en poire comme pendant d'oreilles. Une toque rouge, elle aussi bordée de perles et garnie d'une broche faite d'une pierre noire cerclée d'or, un panache de plumes d'autruche frisé à la main et teinté en carmin. Ses cheveux séparés au milieu sont coiffés en bandeaux collés. Elle a la peau très blanche. À toi. Le 4e personnage est un très jeune homme au riche costume. Il examine ses cartes qu'il tient à 2 mains. Il porte des chausses bouffantes rouge vermillon et au-dessus, un soyon de brocart au large rabat serré par un ruban de satin corail. Ses manches de satin blanc sont fermées au poignet par de petits volants à ganses noires et or. Aux emmanchures, une série d'aiguillettes nouées. Très bouclé, le jeune homme porte un toquet serré par un cordon de fil d'argent terminé en petits glands tressés. Sur ce toquet, une large plume d'autruche frisée et colorée en orange vif.
Les personnages peuvent être élégants sans être très propres. Latour rend parfaitement la nacre des ongles, mais n'oublie pas d'en souligner la crasse, à la manière déjà illustrée par Caravage dans son Bacchus. Sur la table du tricheur, des pièces d'or. La plupart sont des doubles ou des quadruples pistoles d'Espagne, monnaie alors la plus courante en Europe. Latour a vécu en Lorraine à l'époque de Louis XIII. Fils de boulanger, il accède par son mariage à la petite noblesse et s'installe à Lunéville. La guerre et l'incendie de Lunéville ont détruit beaucoup de tableaux. La trentaine de toiles aujourd'hui connues ne représente qu'une fraction de son œuvre. Latour a traité plusieurs fois les mêmes thèmes. Il existe au musée Kimball de Fort Worth, au Texas, une autre version de Tricheur, le tricheur à l'as de trèfle. Très proche dans le traitement d'ensemble, elle présente un certain nombre de variantes dans les détails. En particulier, les cartes ne montrent pas des carreaux mais des trèfles. L'as de trèfle moins achevé est sans doute antérieur à l'as de carreau. En passant de l'un à l'autre, Latour rapproche la courtisane de la servante et éloigne le jeune homme. Chaque personnage diffère par quelques autres détails. Le tricheur, présence ou absence de moustache, les rubans noués ou dénoués, la servante, le turban, la robe et ses broderies, le bracelet, la joueuse, le collier, le bracelet, la position de la main et les pièces d'or. Le jeune homme, la coiffure, les mains et les cartes, le vêtement, les pièces. Le tricheur pourrait être lié à une autre toile de Latour, la diseuse de Bonaventure, du Metropolitan Museum de New York. Les deux toiles, aujourd'hui légèrement transformées, auraient pu à l'origine être des pendants. Le tricheur, ou la diseuse de Bonaventure, appartiennent à un genre qui a connu une grande vogue à partir du milieu du XVIe siècle. Inspirés par les situations comiques et les personnages types de la commedia dell'arte, les peintres italiens, puis les Flamands, les Hollandais et les Français, montrent volontiers tricheurs aux dés ou aux cartes, diseuses de bonne aventure, scènes de cabaret ou de maison close. Caravage montre lui aussi une diseuse de bonne aventure et des tricheurs. Latour aurait pu s'en inspirer, les analogies sont nombreuses. Nées en Orient et introduites en Europe, les cartes prennent dès le XVIe siècle leur forme moderne. Jeu de tarot de 78 pièces à cartes numérales, à figure et à triomphe, ou bien jeu de cartes simplifiées de 52 pièces. Les cartes ne servent pas seulement au jeu, elles entrent aussi dans des pratiques divinatoires très populaires. À l'époque de Latour, plusieurs édits sévères sont lancés contre les pipeurs de dés ou les tricheurs aux cartes. Les joueurs sont menacés d'excommunication. De nombreux tricheurs sont envoyés aux galères. 3 joueurs, 4 cartes en main, de l'or. Nous sommes au milieu d'une partie de prime. La prime, un ancêtre du poker, était un jeu très populaire. Il s'agissait, avec 4 cartes, de former la combinaison la plus forte. Un carré, 4 cartes semblables. Un flux, 4 cartes consécutives. Un 55, As, 6 et 7 de même couleur. Ou bien une prime, 4 cartes de couleurs différentes. À chaque levée, on mise. Comme dans le poker moderne,
Le joueur peut passer ou surenchérir. 8 pièces d'or devant la joueuse, 2 ou 3 pièces seulement cachées sous le coude du tricheur. Devant le jeune homme, 1 pièce d'argent et une douzaine de pièces d'or. C'est une somme considérable. La joueuse vient de distribuer 4 cartes à chacun, et selon les règles, elle fait signe au premier joueur situé à sa droite, c'est-à-dire le tricheur, de faire l'annonce de sa mise. Le tricheur, qui vient sans doute de subtiliser une de ses plus faibles cartes, choisit ce moment pour sortir un as de carreau d'une réserve d'as qu'il possède dans sa ceinture. Le tricheur a déjà 2 cartes de carreau en main. Il est évident que la première n'est ni un 5, ni un 9. Il s'agit d'un 7. En bonne logique, le 6 a été rangé derrière lui. Avec l'as de carreau qu'il ajoute, le tricheur forme une des combinaisons les plus fortes du jeu de prime, le 55. Il s'assure donc une position dominante. Et tandis que le jeune homme baisse les yeux vers ses cartes, le trio communique par une série de regards en coin. 100 francs 20. 17. La joueuse est très pâle. Elle a un grand décolleté, elle est couverte de perles. La perle, symbole de pureté au Moyen-Âge, redevient à la Renaissance le symbole de l'amour sensuel qu'elle était dans l'Antiquité. Lorsqu'elles sont grosses et nombreuses, les perles sont liées à l'amour vénal. Caravage représente Marie-Madeleine, une ancienne prostituée, au moment de son repentir. Elle vient d'ôter tous ses bijoux et de rompre son collier de perles. Une des Madeleines de la Tour a elle aussi abandonné son collier de perles. La joueuse de cartes du tricheur, marquée par les perles et par la pâleur de celles qui vivent enfermées, est donc une courtisane. Le jeune homme possède un toquet à plumes. La plume est fréquente dans les scènes galantes. Le chapeau à plumes est un signe traditionnel de la vie licencieuse. Il est au premier plan dans la gravure de Rembrandt, le lit à la française. Les plumes évoquent aussi quelques locutions en rapport avec la situation. Avoir les plumes de quelqu'un, laisser des plumes ou se faire plumer sont des expressions nées justement vers la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle dans les milieux des joueurs. Les aiguillettes, cordons au ruban ferré aux 2 bouts, servaient à fermer les vêtements, et en particulier les pièces les moins nobles. Le mot entraîne en diverses expressions triviales. Courir l'aiguillette, c'est avoir des aventures galantes. Serrer les vieilles aiguillettes, c'est être avare. Nouer les aiguillettes, c'est jeter un maléfice sexuel qui rend impuissant. Le tricheur a les aiguillettes dénouées, marque de débraillé, de liberté sensuelle. Le jeune homme, au contraire, a toutes ses aiguillettes soigneusement nouées. Il débute dans le monde, il est une proie toute désignée. Il tient un 6 de pique. Selon la cartomancie classique, la carte de pique annonce l'hostilité, le malheur, et le 6 de pique, la lutte contre le destin. Au contraire, les carreaux annoncent l'argent et le commerce, y compris le commerce sexuel. L'as de carreau apparaît souvent dans les tableaux de cette époque, par exemple chez Jean Steen ou Cornelis Béga, comme symbole de la prostitution. L'as de carreau annonce une opération fructueuse et le 7 de carreau l'assurance de son succès. C'est le jeu du tricheur. Attiré par la courtisane qui tient table de jeu chez elle, le riche et naïf fils de famille va se faire plumer par la fille et par son ami tricheur, peut-être son protecteur, sous le regard complice de la servante. Le jeune homme a confiance en lui et possède une somme importante qu'il est prêt à engager jusqu'au bout. Et une fois dépouillé de son or, il est vraisemblable que la courtisane le chassera de chez elle sans s'être donné à lui. La scène est l'illustration d'une sentence très courante à l'époque. L'amour, le vin et le jeu ont perdu plus d'un homme. Elle pourrait être aussi une forme dérivée de la parabole du fils prodigue racontée par le Christ dans l'Évangile. Le fils demande à son père sa part d'héritage et va la dépenser dans le monde. Il revient, dépouillé de tout, mais repentant, et demande pardon à son père qui le reçoit somptueusement. Le jeune homme suffisant et un peu niais, qui écoute la diseuse de Bonaventure pendant que les jeunes bohémiennes le délestent de ce qu'il possède,
ou le balourd qu'a séduit la courtisane et qui s'apprête à jeter tout son or dans la bataille de cartes, sont sans doute deux versions picturales du fils prodigue. Depuis Léonard de Vinci, les peintres se préoccupent des significations secrètes des visages. Popularisée au XVIe siècle par Giovanni Battista della Porta, la physiognomonie prétend rendre compte des caractères par l'analogie animale. Le visage du tricheur est dans l'ombre, lèvres serrées, front tendu, narines larges, menton curieusement carré, c'est un fauve. Regard en coin, nez court, la servante est proche des petits animaux fureteurs comme la fouine. Bouche et joues pleines de mollesse, yeux aux longs cils, de jeune homme à l'aspect placide et niais des bovins. La courtisane a un visage des plus étranges, blafard, il est d'une forme parfaitement ovale. La rondeur insolite du front, des joues sans pommettes et qui se fondent dans le cou, la bouche étroite et charnue, les grands yeux globuleux, presque dépourvus de paupières et tournés de côté, composent une face inquiétante et lunaire qui ne ressemble à rien de ce qu'on avait pu voir en peinture jusqu'alors. La bohémienne de la diseuse de Bonaventure possède elle aussi un visage ovale. Selon les principes de l'époque, les visages ou les yeux sont les reflets des vices et des vertus. Peindre un visage, c'est déchiffrer l'âme humaine. La courtisane, avec ses parures, ses perles et son or exposé en pleine lumière, s'oppose aux madeleines dépouillées et repentantes, comme le monde diurne et coloré des apparences s'oppose à la nuit de la méditation. La tour précède de quelques années Pascal et le courant janséniste, qui mettent au premier plan de leurs préoccupations religieuses le dépouillement ascétique et l'austérité. Les deux hommes sont face à face, les deux femmes côte à côte. L'ensemble donne l'impression d'un collage. Il n'y a pas de profondeur entre le tricheur et la servante, ni entre le jeune homme et la courtisane. L'espace derrière eux n'est qu'à peine suggéré par un pan de mur un peu plus clair. Le cadrage des personnages à mi-corps dans une scène étroite déployée sur un format moyen est une innovation de la fin du XVe siècle, remise en vigueur à la fin du XVIe par Caravage dans des tableaux comme La diseuse de Bonaventure ou Les tricheurs. Le cadre se resserre, le décor disparaît. Les personnages peints grandeur nature sont vus en gros plan et se rapprochent donc du spectateur. Le tableau devient une sorte de théâtre des passions. L'éclairage scénique latéral, particulièrement brutal chez Caravage, se retrouve chez la tour. La lumière vient de la gauche. Elle est à peu près parallèle à la diagonale du tableau. C'est l'éclairage d'atelier qui deviendra classique, mais qui, à cette époque, est encore une innovation. La source peut être aussi bien une fenêtre qu'un grand porte-chandelle. L'examen des reflets ne permet pas de trancher. Le plan horizontal est donné par la table. De chaque côté, deux masses verticales, celle du tricheur avec ses rubans dénoués qui tombent perpendiculaires à la table, celle du jeune homme avec plusieurs plis qui tombent aussi à la verticale. Dans presque tous ces nocturnes, la tour recherche les formes rondes et lisses. Dans le tricheur, il y a beaucoup de formes rondes. Les têtes des personnages, avec leurs chapeaux, leurs cheveux, leurs épaules, les seins des deux femmes, les yeux, les bouches, les perles. Mais cette aspiration à l'harmonie des formes rondes et pleines est partout contrariée. D'abord par les lignes de la composition, une série de triangles emboîtés les uns dans les autres et qui semblent générer à partir du verre de vin lui-même triangulaire. Ensuite, par la prolifération de petites formes perturbatrices, réseaux, damiers, plis parallèles, plis convergents, boucles, nœuds, arborescences, ramifications, entrelacs. Et aussi
par ses mains très déliées, avec ce curieux infléchissement des poignets qu'on retrouve dans la plupart des tableaux du peintre. Toutes ces formes elles-mêmes sont parcourues par une double arabesque, celle des regards, près du dent au cou qui va se jouer, et celle des mains par qui va s'achever le dépouillement du jeune homme. Au bord de la table de jeu, la signature reprend orgueilleusement en boucles, nœuds et arabesques. Georgius de la Tour féchit, Georges de la Tour l'a fait. L'examen de la toile au rayon X montre qu'une bande de tissu a été rajoutée. La pratique était courante à la fin du XVIIe siècle. Les collectionneurs n'appréciaient pas toujours le cadre serré des caravagesques. Ils trouvaient leurs tableaux trop pleins, trop fermés. Ils les faisaient agrandir. Le tricheur s'arrêtait au ras du turban de la servante. L'artisan chargé de l'élargissement décloue le haut de la toile, la prolonge d'une bande de 10 cm et peint une aigrette pour enjoliver. Les rayons X montrent quelques accidents de la toile, mais assez peu de repentirs significatifs. Tous les éléments sont en place dès le premier jet. La palette est très riche. Les couleurs chaudes des ocres jaunes au rouge foncé sont abondantes. Les couleurs froides, vert ou bleu, sont plus limitées et concentrées en quelques points précis. Cartes à jouer, vêtements clairs et carnations sont obtenus par dégradés des couleurs qui dominent dans le reste du tableau. En passant de l'as de trèfle à l'as de carreau, la tour apporte quelques modifications qui transforment les rapports des formes et des couleurs. Il renforce l'éclat des vêtements, éclaircit les visages des 3 personnages de droite, assombrit au contraire celui du tricheur. La tour a aussi changé la couleur des cartes. Il transforme donc le haut de la robe de la servante. Les cartes blanches se détachent maintenant sur le fond très sombre et les touches de rouge des carreaux, du bracelet et des broderies s'opposent au bleu-vert foncé complémentaire de la robe. De même, les mains pâles du jeune homme, auparavant mêlées à la robe de la courtisane, se détachent maintenant sur le fond sombre. Dans les 2 tableaux, le contraste le plus violent s'établit au centre, entre la peau très pâle de la courtisane et le fond. Mais ce fond a peut-être été renforcé lors d'une restauration. La technique est très franche, en pleine pâte. Les coups de pinceau sont souvent visibles même dans les carnations, où les peintres en général s'appliquaient à les effacer. Le jeu du pinceau est très calligraphique dans les broderies, les plumes, les fils d'or ou d'argent, les cheveux. Cette opposition marquée entre les larges empâtements et les touches filiformes est un contraste de plus qui accroît encore la vigueur de la toile. Dispersées, les rares toiles de la tour ont longtemps été attribuées à d'autres, Ribera, Murillo ou Rembrandt. Stendhal évoque l'ignoble et effroyable vérité du joueur à la vielle de Nantes et croit y reconnaître du Velázquez. Taine admire le nouveau-né de Rennes, alors attribué au frère Le Nain. On exhume des archives le nom du peintre. En 1915, un jeune critique d'art allemand, Hermann Voss, confronte 2 autres tableaux au nouveau-né et les attribue à la tour. Les historiens d'art redécouvrent le peintre. En 1926, Pierre Landry, champion de tennis et collectionneur, achète le tricheur chez un antiquaire parisien et y découvre la signature de la tour. Le tableau est montré en 1934 à Paris, à l'exposition Les peintres de la réalité organisée par Charles Sterling. En 1972 a lieu la première grande rétrospective de la tour à l'Orangerie des Tuileries. Et pendant l'exposition, le musée du Louvre achète le tricheur pour 10 millions de francs, somme la plus élevée jamais versée par le musée pour l'acquisition d'un tableau. En 1980, surprise, des spécialistes britanniques déclarent que la diseuse de Bonaventure et le tricheur à l'as de carreau seraient des tableaux modernes fabriqués entre 1920 et 1940 par d'habiles faussaires. Costumes et chapeaux invraisemblables, broderies copiées sur d'autres tableaux, bijoux anachroniques, perspectives fausses, signatures inventées. Et dans la diseuse de Bonaventure, le mot « merde » semblait écrit sur le col d'une des bohémiennes. Mais des études techniques ont montré la présence de certains pigments du XVIIe siècle, inconnus au début du XXe et redécouverts seulement récemment. D'autres analyses ont prouvé l'ancienneté des toiles.
Quant aux lettres du col, ce n'était qu'un repeint moderne, dû peut-être à un restaurateur facétieux. Le mot a disparu au nettoyage. Si certains croient que le tricheur est un fou, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'une image improbable, excessive. Trop de lumière, trop de couleurs, trop de romanesque. Le jeu comme symbole du monde. Les hommes et les femmes, les maîtres et les serviteurs, les gagnants et les perdants, les fauves et les moutons. L'obliquité des regards vaut pour celle du monde. Le sacrifice de l'enfant prodigue vaut pour toutes les autres mises à mort d'une société cruelle et cynique. Il n'y a que l'or qui survit.